L'Hebdo Politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation et Radio BPM. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et ce soir je reçois Stéphane Manson. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique. Stéphane Manson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de droit public à Sciences Po, à Saint-Germain-en-Laye et à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Et avec vous, nous allons pour cette dernière émission de l'année dresser un bilan de l'année politique 2017. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors Emmanuel Macron est président de la République depuis un peu plus de 6 mois. Est-ce que vous diriez qu'il a réussi ses premiers mois de quinquennat ? Oui, il a réussi. Il a endossé très rapidement, à la différence notamment de ses deux prédécesseurs, très rapidement le costume présidentiel, la fonction présidentielle. Ce président jupitérien, alors l'adjectif a été peut-être assez mal interprété. Jupiter, c'était le dieu des dieux, c'était l'équivalent romain du Zeus grec. Alors, il domine tout, c'est vrai, mais il est surtout en position de souveraineté, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas, le président jupitérien, de l'intendance, si vous voulez. Et il y a un peu c'est ce qui est dans la Ve République, finalement ? C'est ce qui est dans le texte de la Constitution de la Ve République. C'est une pratique qui, pour l'instant, alors à quelques détails près, est presque gaulienne de nos institutions. Oui, allez-y. Oui, et donc il y a eu un symbole très fort qui a été d'ailleurs souligné à ce moment-là, c'est la remontée des Champs-Élysées sitôt après son investiture en commande-car, c'est-à-dire en véhicule militaire, ce que ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Alors on a dit, c'est en effet le premier président de la Ve République qui n'a pas effectué son service national, qui n'est pas passé par l'épreuve des armes, mais il fallait y voir là un symbole assez fort, et les mois qui ont suivi ont montré un président assez fondamentalement Ve République. Et pourtant, dans l'opinion, on ne peut pas dire qu'il fasse complètement l'unanimité. Il est même, comme ses prédécesseurs, là pour le coup, il n'a pas une très bonne opinion, voire même une très mauvaise opinion. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un désamour, là, les gens ont voté pour lui, il y a eu une déception ? Heureusement qu'il ne fait pas l'unanimité. Enfin, ça serait inquiétant s'il la faisait, inquiétant pour notre dynamique démocratique. Ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Il y a un premier phénomène, c'est un phénomène presque de consommation, si vous voulez. L'électeur est aujourd'hui presque un consommateur et alors il est peut-être beaucoup plus versatile qu'il ne l'était autrefois. Tout ça aussi peut parfaitement s'expliquer. Et puis, il y a tout de même, au-delà de cette position jupitérienne, une implication assez forte d'Emmanuel Macron. Alors peut-être pas en façade, mais au moins en coulisses. On sait que, à l'instar de ce qui se passait avant lui, tout se passe à l'Élysée. Et que avec un Premier ministre qui peine à trouver, qui a peiné à trouver sa place jusqu'à présent, notamment parce que il n'est pas une personnalité politique connue, il n'était pas une personnalité politique connue, et d'autre part parce que le gouvernement ne comporte pas et ne comportait pas, à mon avis, suffisamment de poids lourds politiques. Il y a eu quelques difficultés qui peut-être ont mis Emmanuel Macron un peu en première ligne. Mais pour autant, c'est un phénomène que je qualifierais aujourd'hui d'à peu près normal, si vous voulez, avec un état de grâce qui fondamentalement n'existe plus. Alors on en a vu les derniers feux avec Sarkozy, ça a duré je crois à peine 6 mois et encore même pas. Avec François Hollande, ça a été catastrophique très vite. Donc voilà, le bon vieux temps de l'état de grâce, je crois, est révolu. Et il veut aller très vite, c'est ce qui a marqué les premiers jours, les premières semaines de son quinquennat. Il a mis en place beaucoup de choses dès l'été. Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il veut gouverner, notamment par rapport à ces nouveaux députés qui sont là et qui sont un peu novices ? Est-ce que ça ne montre pas une nouvelle fois qu'il veut gouverner seul, qu'il veut aller vite et imposer quelque chose que peut-être la France et les Français ne voudraient pas ?
Dans la rapidité, il est là encore très fondamentalement Ve République. Tout a été fait en 1958 par le général de Gaulle et Michel Debré pour que l'État retrouve son autorité qu'il avait soi-disant perdue sous les républiques précédentes et surtout sous la quatrième, mais surtout aussi pour faire du président de la République le cœur atomique de notre réacteur républicain et démocratique. Et Emmanuel Macron se sert, utilise, fait un usage à plein des fonctions et des pouvoirs que lui confère la Constitution. Donc sur cette rapidité, et je crois que politiquement il a raison, il faut aller vite dès le départ, non pas peut-être pour imposer des réformes que les Français ne voudraient pas, mais du moins pour faire passer les réformes les plus délicates, ce que son prédécesseur François Hollande n'avait pas fait. Et on se souvient de réformes fondamentales qui étaient intervenues en fin de quinquennat, et on se souvient de la catastrophe politique que ça a constitué. Il y a un autre indice, c'est que la mobilisation sociale, et Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu, n'a pas donné lieu à n'a pas été à la hauteur des espoirs, des espérances, notamment de la France insoumise, notamment et surtout de la France insoumise, qui se pose comme un acteur d'opposition de premier plan. C'est aussi un signe. Alors, est-ce que c'est un signe d'acceptation tacite, un signe de non-réaction, un signe de lassitude? Le fait est que les réformes, pour l'instant, s'enchaînent en effet à un rythme assez rapide, sans rencontrer d'opposition frontale absolue. Il faut dire aussi qu'à la différence de ce qui se passait sous le quinquennat Hollande, je pense qu'existe un processus de concertation en amont du moment où ces réformes sont proposées, un processus de concertation beaucoup plus approfondi qu'il ne l'était jusqu'à présent. Alors parlons de l'opposition ou de manque d'opposition, et notamment, commençons par la gauche, puisque c'était le précédent quinquennat. Le Parti socialiste n'existe quasiment plus, mais on verra que pour les LR, c'était aussi une des conclusions de ce nouveau quinquennat de Macron. Qu'est-ce qui fait que le Parti socialiste est dans un mauvais état? C'est le quinquennat de François Hollande, c'est la mauvaise candidature de Benoît Hamon, c'est parce que depuis des années ça se délite. Qu'est-ce qui s'est passé de ce Mais c'est tout ça. Vous avez, je crois vraiment je pense que vous avez dressé le diagnostic. Il a fallu, il y a une période un peu de délitement, de pourrissement lent, mais tout à fait certain et observable. Des idées ou des personnes? Les deux. Je pense que les personnes n'ont pas eu l'énergie ni le courage d'essayer de renouveler les idées qui ont dominé dans le Parti socialiste. Et puis, le quinquennat Hollande n'a rien arrangé avec cette opposition très forte, beaucoup plus forte, je crois, qu'on a pu le supposer à l'époque, entre ce côté, entre ces deux gauches irréconciliables. Ce que Valls avait diagnostiqué, je crois, que ces deux gauches irréconciliables, on les retrouvait au sein même du Parti socialiste. Et il y a eu une forme d'implosion de ce parti, qui a été un grand parti, mais un grand parti qui datait du début des années 70. Le Parti socialiste de Mitterrand, d'Épinay, 1971. Qu'en reste-t-il? Rien aujourd'hui. Un grand parti qui ne sait pas gouverner, disent certains, qui finalement existe et sait faire vivre ses idées, surtout quand il est dans l'opposition et dès qu'il arrive... Oui, alors, ou peut-être un grand parti dont toute une frange ne veut pas gouverner. Je crois que c'est assez manifeste. Toute la frange représentée naguère par... Benoît Hamon, etc., par l'aile gauche du Parti socialiste. C'est pas tant qu'ils ne savaient pas, je pense que fondamentalement, ils ne veulent pas gouverner et se complaisent dans une posture d'opposition qui, pour diverses raisons, est finalement beaucoup plus confortable. Alors qu'est-ce qui va se passer en avril, puisque ça y est, on sait maintenant c'est en avril que va avoir lieu le prochain congrès. Est-ce qu'il faut vraiment une explosion? Est-ce que chacun part dans ses petits coins? On a vu que Benoît Hamon, nous ici on est intéressés dans les Yvelines, a créé son mouvement, d'autres s'en vont, voilà. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ou il va falloir laisser passer une génération, un quinquennat complet peut-être pour que ça reprenne? Ce qui se passera, je serais bien incapable de vous le dire. Ce que je vois, ce que je constate, c'est que l'implosion a déjà eu lieu. Et que nous sommes aujourd'hui sur les ruines d'une institution, les ruines d'un parti qu'il va falloir
pour ceux qui le souhaiteront, ceux et celles qui le souhaiteront, qu'il va falloir reconstruire. Alors peut-être pas à l'image de ce qu'il était jusqu'à présent. Il va falloir de la nouveauté. Un parti notamment qui soit suffisamment à la fois solide, robuste, mais aussi suffisamment souple pour inclure en son sein des courants avec des idéologies et des conceptions très différentes de la société ou de ce qu'il faut faire. Ça, je ne sais pas si ce sera possible. Mais en effet, vous l'avez dit, on voit déjà des gens qui partent un peu chacun dans son coin. Enfin, le mouvement fondé par Benoît Hamon n'en est que l'une des illustrations. Alors les Républicains maintenant, pareil, gros problème, une année difficile. On est parti il y a à peine un an, ils avaient un candidat très bien élu en interne qui avait la route toute ouverte pour l'Élysée. Ce candidat finalement perd. Et là on en arrive à un président, Laurent Wauquiez, il y a quelques jours élu, mais quand même très critiqué et qui ne fait vraiment pas l'unanimité. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au sein des Républicains ? Est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement Emmanuel Macron qui les a fait exploser, ou il y avait aussi une fragilité ? Non, je pense que, comme pour le Parti socialiste, au demeurant, pour le parti Les Républicains, l'arrivée d'Emmanuel Macron a été, j'allais dire, l'estocade, a été l'assaut final. L'élection de ce président de la République n'est pas pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre paysage politique. Ça a été une sorte de déflagration, alors finale, j'en sais rien, mais une déflagration extrêmement importante, mais qui est intervenue sur un paysage déjà très fragilisé et qui commençait déjà à être très morcelé. Avec les Républicains, je pense que avec le quinquennat Sarkozy et avec la défaite en 2012 de Sarkozy, les choses étaient déjà très mal engagées. Le bon vieux temps de l'UMP, fondé par un Jacques Chirac finalement assez consensuel à droite et au centre droit, là encore, ce bon vieux temps est révolu. Alors avec aujourd'hui l'élection d'un président de parti qui est extrêmement contesté, élection qui est finalement un peu plus confortable que ce qu'on imaginait, et avec plus de votants que ce qu'on pensait. Avec plus de votants, je crois que là, il y a un point de comparaison intéressant à effectuer avec le Parti socialiste, où du côté des Républicains, on a quand même une base militante qui est encore assez solide, avec de nombreux élus locaux, il ne faut pas l'oublier, et ça contribue à faire de ce parti un parti qui est encore finalement, qui tient à peu près debout. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais avec un président extrêmement clivant, comme on dit, et qui revendique tout à fait le fait d'adopter un positionnement très droitier, et qui est extrêmement contesté. Et on voit d'ailleurs les effets avec... il y a quelques jours, le départ de Xavier Bertrand. Je ne sais ce que fera Mme Pécresse, qui est apparemment en situation d'observation pour l'instant. Bref, on voit là aussi une forme de délitement de l'ancienne UMP et une recomposition, un repositionnement de ce qu'on a appelé pendant longtemps la droite républicaine, très proche d'un Front National, avec une position assumée, une position proche du Front National qui est tout à fait assumée. Et ça, c'est nouveau. Alors, dernier parti, les extrêmes, à gauche comme à droite, eux aussi n'ont pas résisté à la vague Macron. Et notamment, la surprise est quand même venue du côté de l'extrême droite, le FN, avec cet entre-deux-tours de Marine Le Pen que personne n'a encore compris, que visiblement même au parti, voilà, et elle continue on l'a vu récemment là, à pas faire des gaffes, mais à être, on la sent plus dedans, quoi. Et voilà. Est-ce qu'il y a, bon là, il y a Florent Philippot qui est parti. Est-ce qu'il y a un problème de légitimité maintenant de Marine Le Pen à la tête du Front National ? Oui, incontestablement. La campagne présidentielle a été spécifiquement entre les deux tours, a été désastreuse pour la candidate Marine Le Pen, qui s'est révélée finalement assez mauvaise candidate. Le débat, si tant est qu'on puisse lui attacher une importance, mais il en a probablement une. Le débat a été catastrophique, elle s'est montrée elle-même catastrophique, au demeurant. Donc oui, il y a un problème de légitimité. Ça tient pour l'instant parce que le Front National est un parti qui a été construit sur un modèle très unilatéral, avec un chef tout-puissant.
Donc j'allais dire, les choses tiennent pour l'instant d'un point de vue statutaire, mais on sait bien qu'en interne, la légitimité de Marine Le Pen est de plus en plus fragilisée. Oui, absolument. Et alors, l'extrême gauche, donc avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui a été la surprise, on peut dire, de cette élection, et qui, pendant les premières semaines, les premiers mois même, a tenu ce rôle de seul opposant face à Emmanuel Macron, et puis chute. Est-ce que c'est parce qu'effectivement il n'a pas réussi à motiver ses troupes, à avoir quand même l'écho dans vous le disiez, il y a peu de gens qui ont défilé par exemple contre les lois Macron. Est-ce que ça vient de là, ou alors est-ce que c'est le chef en lui-même qui est fatigué, les troupes aussi qui sont plus là? Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur personnel. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ce qu'on a bien voulu dire de lui et de ce que lui a peut-être pensé à l'issue du premier tour, je crois que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gouverner. Vous savez, c'est comme avec Le Pen en 2002, quand il s'est retrouvé... Jean-Marie Le Pen, oui. Avec Jean-Marie Le Pen, quand il s'est retrouvé au second tour en 2002, on sait que ça... Enfin, voilà, on sait maintenant que ses proches... ont observé que c'était une forme de panique et de désarroi. Je crois que chez Mélenchon, il y a peut-être un peu de cela aussi, cette posture de l'opposant qui lui a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Je doute qu'il veuille la quitter. Et puis il y a un effet aussi, un facteur institutionnel, c'est-à-dire que Mélenchon, il est quand même très seul. Il n'est pas franchement secondé, aidé ou porté par un appareil politique très structuré. La France insoumise connaît quelques difficultés à s'inscrire dans notre paysage politique. Et puis il y a surtout un problème de lien, un problème presque de communication avec ce qui pourrait servir non pas de force d'appoint, mais de force centrale pour ce mouvement, c'est-à-dire les mouvements syndicaux, on sait que, ou encore ce qu'il reste du Parti communiste, et on sait que la communication avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour les journalistes, même si c'est un peu moins compliqué apparemment, mais elle n'est pas simple pour les dirigeants syndicaux, ni pour les autres dirigeants politiques. Donc il y a ces deux facteurs, un facteur personnel, un facteur institutionnel qui fragilise quand même sa situation. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique consacré au bilan de l'année politique 2017 avec Stéphane Monson, professeur de droit public à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye et à l'université Versailles-Saint-Quentin. Alors la politique locale maintenant. Les Yvelines, qui sont une terre plutôt marqués à droite, ont eux aussi, ils sont mis en marche, si j'ose dire, cette année. À part du côté de Mantes-la-Jolie, plus de députés à droite. Ça n'a pas de rapport, mais bon, ça va par rapport à ce que je vais vous dire ensuite. Le départ de Christine Boutin, est-ce que c'est pas la fin d'une certaine droite traditionnelle des Yvelines? Ou alors est-ce que c'est juste une parenthèse? Non, je ne crois pas que ce soit une parenthèse, mais je pense que ce qui s'est passé dans la vie politique yvelinoise est l'une des incidences de ce qui s'est passé au niveau, à l'échelon national. Il n'y avait apparemment pas de raison que les Yvelines échappent à cette vague. Alors on a dit c'est pas un raz-de-marée macroniste, etc. Quand même, c'en est un. Au niveau députés, ils ont un peu rééquilibré au niveau des sénateurs. Oui. Pour les sénatoriales, là, c'était évidemment pas une surprise, c'était attendu, parce que c'était prévisible. Mais pour les législatives, je pense qu'on ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Et le fait que ne reste qu'un seul siège aux Républicains, c'est vrai que personne ne pouvait prédire une victoire d'une telle ampleur pour la République en marche. Donc, et vous voyez, j'ai plus eu le sentiment que c'était la fin d'une époque, la fin entre guillemets de tout un personnel politique, parce que on l'a vu dans certaines circonscriptions, notamment pas loin d'ici, où des candidats parfaitement inconnus, parfaitement novices en politique, sont parvenus à vaincre des députés très installés, très en place, véritables professionnels de la politique. Donc j'y vois là quand même, au-delà de l'aspect parfois un peu tragicomique, des réactions de certains, des réactions disons-le, de mauvais perdants de certains au soir du second tour. J'y vois là vraiment l'image et le symptôme d'un changement assez profond, peut-être d'une façon d'aborder la politique et d'une façon de la faire. Ouais.
Alors, ces nouveaux députés dont vous parlez, ces nouvelles personnalités, sont assez critiqués, ont eu du mal à trouver on peut dire au moins ça, ont du mal à trouver leur place. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une mauvaise image pour le président d'avoir autour de lui, alors dans les Yvelines notamment, mais partout en France, vous l'avez dit, des novices, des personnes qui ont été tout de suite dans le grand bain et à qui on a demandé de faire des choses très importante, c'est-à-dire voter des lois pour la France. C'est le coût, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer du renouvellement qui, dans les études d'opinion jusqu'à présent, a été souhaité. Ça a un coût, tout cela. Ce renouvellement a un coût, et ce coût, nous le payons pour l'instant. Alors, de moins en moins, mais il n'y a jamais eu à l'Assemblée nationale un tel raz-de-marée de nouveaux élus. Et donc il est évident qu'au regard de ce qui peut s'y passer, de la façon d'aborder la procédure législative, d'aborder les débats législatifs, et même au-delà, sur un plan plus politique, d'aborder les liens, les rapports avec les électeurs, il y a quelques couacs, il y a quelques maladresses, il y a quelques propos qui, d'ailleurs, sont parfaitement inacceptables. Cette députée qui se plaignait de recevoir une... Alors, c'est pas une rémunération, mais c'est des indemnités de 5 000 euros. Bon, voilà, il faut réussir à vivre avec 5 000 voilà, euros. Il faut tout de même un peu de décence, et il en faut encore plus quand on est élu, et un peu d'exemplarité. Mais si vous voulez, au-delà, j'ai vraiment le sentiment, oui, que c'est une forme de prix à payer, mais nos institutions, et je pense à l'Assemblée nationale, nos institutions, et au président de la République, nos institutions sont suffisamment fortes, suffisamment robustes, suffisamment légitimes. Nul aujourd'hui ne remet en cause la configuration politique de l'Assemblée pour résister à ce genre de petites de périodes transitoires. On voit émerger quelques nouvelles têtes du côté de la République En Marche, notamment à l'Assemblée nationale. Notamment dans les Yvelines, notamment, absolument. Alors qu'on voyait déjà émerger sous d'autres cieux. Oui, exact. Bien sûr. Mais donc, je pense que tout cela va se rétablir. Mais si vous voulez, on peut pas se plaindre de cette situation, parce que c'était précisément ce que voulaient les Français. Alors maintenant, voilà ce que ça donne. Bon, il faut attendre un peu pour que les gens parviennent à acquérir une petite expérience. Deux petites questions avant de terminer. D'abord, le Parti socialiste, on en parlait tout de suite. Dans les Yvelines, il a été particulièrement touché, puisque son chef était Benoît Hamon, et qu'il en est parti. On a reçu ici le premier secrétaire il n'y a pas très longtemps, qui disait que beaucoup de militants du coup étaient partis pendant le quinquennat, etc. Est-ce qu'il va s'en remettre dans les Yvelines, le Parti socialiste, qui était très, très, très amont? On peut dire ce qui est. Il a été très amont pendant une période, mais si je me reporte à une période d'il y a une petite trentaine d'années, il était très rocard, si vous voulez. Donc, voyez, ça peut bouger. Ça bouge. Et heureusement d'ailleurs. Vous savez, la géographie politique, il n'y a rien de plus mouvant. Hein. C'est vraiment une tectonique des plaques. C'est-à-dire il y a des tremblements de terre parfois, il y a des répliques, il y a parfois des éruptions volcaniques, il y a des explosions. Et donc tout cela est en perpétuel mouvement. Donc vous dire quelle tendance finira par l'emporter et s'installer du côté du Parti socialiste dans les Yvelines, si toutefois il existe encore dans les années qui viennent, ça je n'en sais fichtre rien. Alors, dernière question. On vient de voir que cette année 2017 avait été exceptionnelle, politiquement. Oui. Qu'est-ce que ça augure pour 2018, du coup ? Écoutez, je pense que pour 2018, ça augure d'une poursuite de cette recomposition qui a connu en 2017 une accélération sans précédent, de cette accélération de la recomposition politique. On va voir ce qui va se passer. Si la tendance qui est aujourd'hui à l'œuvre et dont on vient de parler va se poursuivre dans le même sens, tout n'est pas fini. Et tout est possible ? Et tout reste possible. On voit quand même de grandes tendances se dessiner, mais il y a quand même beaucoup de suspense du côté du Front National, du côté de la France Insoumise, du côté des Républicains. Que vont faire les centristes et les Républicains de tendance plutôt modérée ? Vont-ils rallier En Marche ? Assistera-t-on à la création de nouveaux partis, de nouveaux mouvements ? Tout cela n'est pas exclu.
Et on est pas mal regardé à l'étranger d'ailleurs, avec ce nouveau président et cette nouvelle recomposition politique. On risque aussi d'être encore au centre en 2018. La France risque d'être au centre de l'Europe pour différentes choses, et notamment la politique. Alors, à titre d'observation, oui. Et les Français aiment bien. Enfin, on aime bien se dire que la France est peut-être un peu le centre du monde parfois. Alors, on se fait beaucoup d'illusions, mais au moins le centre de l'Europe, et ça change. Et puis, il y a la figure du président de la République qui, depuis longtemps, le président français n'est pas parvenu à émerger et à s'imposer sur la scène européenne, en gros depuis le couple Mitterrand-Kohl, mais ça se fait jamais tout seul. Et donc, ça ne se fait jamais sans le partenaire allemand. Donc, à voir aussi ce qui se passera du côté de l'Allemagne avec les déboires électoraux de Madame Merkel, mais ça ne fonctionne qu'en couple, encore une fois, du côté de l'Europe. Ouais. Et alors là, c'est plus large, mais pour finir, comment la France va, d'après vous, se positionner en 2018 par rapport à ces deux grands géants que sont la Russie et les États-Unis? Emmanuel Macron et la France ont réussi à imposer un certain discours quand même vis-à-vis d'eux. Il a été en avant de ces deux grands hommes. Il a réussi à leur parler, à leur dire que certaines fois, il n'était pas d'accord. Ça va continuer, à votre avis? Ça plaît beaucoup aux Français, par contre. Ça plaît beaucoup aux Français parce que c'est très gaullien. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ce positionnement jupitérien est très enclin dans les fonctions de souveraineté. Ça plaît. Et ça plaît parce que ça suscite généralement assez peu d'opposition en interne, en politique intérieure, si vous voulez, contrairement à tout ce qui est politique sociale, politique économique, etc. Et là, on a un président de la République qui est très présent sur la scène internationale, au point d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères, qui est pourtant quelqu'un qui sait de quoi il parle, est essentiellement, ou au moins en apparence, absent. Mais là encore, je pense que la France peut faire entendre une musique un peu différente, une voix un peu différente. Là encore, c'est très gaullien comme manière de procéder, mais que sans l'Europe, la France ne pèse rien, ou ne pèsera pas, ou trop peu. Merci Stéphane Monson d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.